De toutes les grandes franchises de l'histoire du cinéma, C'était très secret. c'est la première qui doit son succès non pas à un producteur hollywoodien, Je ne savais pas comment ça allait se passer. ni à un talentueux réalisateur, Chris Columbus était génial. ou même à un brillant auteur, It was the purest stroke of inspiration I've ever had in my life. mais en premier lieu aux enfants. Tu es Harry Potter? Tous les enfants connaissaient Harry Potter. Du jour au lendemain, c'était partout. C'était encore plus énorme que la Bible. Le premier roman d'une jeune autrice Je suis un quoi? Un sorcier. donne naissance non pas à une simple franchise, C'est excitant de ne pas respecter. On avait l'impression d'être une famille. mais à une famille temporaire pour 3 enfants inconnus du grand public Dan, Rupert et Emma s'étaient engagés pour 10 ans. qui sont loin de se douter Beaucoup d'entre eux n'avaient encore jamais tourné dans un film. qu'ils vont bientôt devenir des superstars. Je peux savoir ce que tu fiches ici, Weasley? Au moins, j'étais pas le seul à être dépassé. À l'affiche de pas moins de 7 superproductions. Un sacré pari. Quelle aventure! Il repoussait les limites. C'était dingue. Ceci est l'histoire des adultes qui ont participé à ce projet. Ils avaient peur que ce soit trop effrayant. Rien n'a jamais été joué d'avance. C'est comme choisir entre la peste et le choléra. Qui ont été à l'écoute des enfants On va nous descendre en flammes. Ils voulaient que les gens croient en la magie. et qui se sont même parfois comportés eux aussi comme des enfants. Ils ont renvoyé tout le monde. Ils ont posé une batte de baseball sur la table et ils ont dit « Vous savez à quoi ça sert ?» Parce qu'ils étaient prêts à tout Il repoussait les limites et malheureusement, j'ai fini avec une lésion de la colonne vertébrale. et qu'ils ont réussi à lancer un sort très spécial. On rêvait depuis toujours d'utiliser ce sortilège. On savait pas comment ça allait être reçu. Ça a quand même rapporté 7 milliards de dollars. Ça fait rêver. Pour créer la seule série de films pour enfants Ce sont eux les meilleurs critiques. réclamée par les enfants, Sa fille n'en démordait pas. Il fallait absolument qu'on en fasse un film. faite par des enfants. On a dû demander à ses parents l'autorisation de le raser à 11 ans. Les acteurs grandissent et avec l'âge, leur jeu d'acteur change. Et regardés par le monde entier. Voici les sorciers derrière les sorciers. Ça n'avait encore jamais été fait. Le budget était astronomique. C'était un enfer. C'était une très mauvaise idée. Bienvenue dans Harry Potter, les secrets enfin révélés. C'est magique ce qu'ils ont réussi à créer. C'est Harry Potter! Harry Potter, orphelin, amateur de tarte à la mélasse, as de la baguette, jeune prodige du Quidditch et sorcier en herbe. Enchanté, professeur. Le fait que des gens pratiquent aujourd'hui ce sport dans la vraie vie en dit long sur l'incroyable influence du jeune sorcier. Mais avant de se hisser avec la rapidité d'un vif d'or en tête des box-office, l'histoire de Harry Potter commence non pas par un garçon à califourchon sur un balai, mais par une jeune mère de famille à bord d'un train. Non, pas le Poudlard Express. Un omnibus reliant Londres à Manchester en 1990. I was a single parent, very, very broke. Cette jeune maman du nom de Joanne n'a peut-être pas un sou, mais tout à coup, dans le train, entre Londres et Manchester, elle commence à avoir une idée. Just staring out of the window, and the idea just fell out of nowhere. It was the purest stroke of inspiration I've ever had in my life. Elle est assise dans le train et elle commence à imaginer l'histoire d'un garçon de 11 ans à qui il arrive tout un tas de phénomènes inexplicables. Tu es un sorcier, Harry. Jusqu'au jour où il découvre que c'est un sorcier et que c'est à cause de ça que toutes ces choses étranges lui arrivent. À Joanne Rowling aussi, il arrive des choses étranges lorsqu'elle a décidé de transformer son idée en roman. Elle termine le livre. It was turned down by 3 publishers. Harry Potter à l'école des sorciers ne semble pas intéresser les maisons d'édition. On estimait que c'était trop long pour un livre pour enfants. Mais une maison d'édition britannique finit par déceler un petit peu de potentiel dans le manuscrit et accepte d'investir un petit peu d'argent. Bloomsbury décide d'acquérir les droits britanniques pour 2500 livres. Which to me at that time was a fortune. Mais pour Joanne Rowling, le prix à payer est énorme car elle est obligée de se séparer de son nom. Bloomsbury pensait que les petits garçons ne voudraient pas d'un livre écrit par une femme. Joanne Rowling est donc devenue J.K. Rowling. It was because trying to hide my gender, definitely. Mais tout est bientôt sur le point de changer car en juin 1997, Harry Potter à l'école des sorciers sort en librairie.
Ça a été un véritable phénomène. Du jour au lendemain, c'était partout. Tout le monde avait entendu parler de ce petit sorcier. Et voilà que tout à coup, les enfants se mettent à préférer dévorer des livres que des bonbons. Donc forcément... Le cinéma commençait à s'y intéresser. Et parmi les producteurs intéressés, il y a cet homme. À l'époque de Harry Potter, j'étais le président de la production de la Warner. Rien que ça. Et pour l'aider dans sa tâche, il décide de faire appel au producteur britannique David Heyman. Il a fondé Heyday Films et a signé pour une adaptation du livre. On lui a demandé de trouver des projets intéressants en Angleterre et en Europe. Heyman apporte alors à Bill un petit bijou. Je n'avais pas lu le livre. Mais il est séduit par ce qu'il entend. Je trouvais que c'était une bonne idée. L'histoire me plaisait beaucoup. J'aimais l'histoire de ce jeune garçon. Tu es le garçon qui a survécu. Dont les parents avaient été assassinés et qui se révélait être un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. La conversation a duré 5 minutes et à la fin, je lui ai dit « Banco, on achète les droits, mais je ne voulais pas que ça nous coûte trop cher. » Parce qu'après tout, Harry Potter n'est encore un succès qu'au Royaume-Uni. Pour traverser l'Atlantique, le jeune sorcier aura besoin des conseils des Américains. Il voulait les pleins pouvoirs. Il voulait avoir le droit de faire ce qu'il voulait de ses personnages sans forcément s'en tenir aux livres. Et Bill a une autre exigence. Je voulais aussi les droits sur les produits dérivés. Bien vu, Bill. Seulement J.K. Rowling s'est entouré d'habiles négociateurs. Son livre était très populaire, ce qui lui donnait un grand levier de négociation. Ceci grâce à un personnage minuscule mais haut en couleur dont personne en Amérique n'a entendu parler. Parfaitement, un Smarties. À l'époque, les petits bonbons recouverts de chocolat sponsorisent un grand prix de littérature jeunesse. Ça a clairement boosté les ventes. Harry a officiellement le vent en poupe et sa créatrice refuse de vendre les droits d'adaptation à n'importe qui. The only control you have is to sign the contract with someone you truly believe will make, the right film. Et justement, la moitié d'Hollywood est persuadée d'en être capable. La Warner était intéressée. Banco, on achète les droits. Mais également les grosses pointures de chez DreamWorks. Not going to be DreamWorks. D'accord, pas DreamWorks. Et Disney? Or Disney, as a matter of fact. Can we not put that on there? Elle les mettait en concurrence pour tenter d'obtenir la meilleure offre. Bill Gerber ne se laisse pas impressionner pour autant. Ça m'a tout de suite intrigué. Tout ce qu'il veut, c'est que la Warner Bros. ait les pleins pouvoirs. Joanne Rowling a peut-être renoncé à son nom, mais ça, c'est un sacrifice qu'elle se refuse à faire. Elle voulait garder le contrôle de ses personnages. Vous ne pouvez rien inventer. Les personnages doivent rester fidèles à mes livres. Une chose que les auteurs n'obtiennent pas systématiquement. Il semble donc que dorénavant, ce sera J.K. Rowling qui aura les pleins pouvoirs. Elle signe donc avec la Warner Bros. Et contrairement à son premier contrat... 2500 livres. C'était une véritable fortune pour moi. Cette fois... Je ne voulais pas que ça coûte trop cher. Autant pour moi. Ça ne nous a pas coûté grand-chose en frais de développement. Quelques centaines de milliers de dollars à peine. Oh, et en ce qui concerne... les droits sur les produits dérivés. Bill obtient là aussi ce qu'il voulait. Bien joué, Bill. Mais J.K. Rowling est elle aussi gagnante, car c'est elle qui aura le dernier mot sur la présence ou non à l'écran des personnages du livre et même sur le choix des acteurs. Au final, elle obtient une option de 18 mois sur ses 4 premiers livres. Et ces 4 premiers livres ne sont pour elle qu'un début. From the start, I'd envisaged it as a 7-book series, which would see him through wizard school and then he'd be a fully qualified wizard at the end of it. Tout serait renégocié à partir du 5e livre. En 1998, le premier livre débarque dans les librairies américaines. La pierre philosophale. La quoi? Et il est publié par les éditions scolastiques. Ce livre était hors norme. Il semblerait que Bill Gerber et la Warner Bros. Soient assis sur une mine d'or. Et encore, le mot est faible. C'était un phénomène qui dépassait tout ce que j'avais pu voir dans ma vie. C'était encore plus énorme que la Bible. Harry Potter est arrivé aux États-Unis et il est absolument partout. Je suis entré dans une librairie et le rayon qui lui était consacré était énorme. Je me suis tourné vers mon collègue qui était producteur à la Warner Bros. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et il a répondu « C'est le livre qu'on vient d'acheter. On va l'adapter au cinéma. » Warner Bros. A mis la main sur un véritable phénomène. Le livre a immédiatement été un énorme succès. C'était le phénomène mondial.
Quand on a annoncé que les livres allaient être adaptés, tout Hollywood a su que ça allait faire un tabac. Mais pour ça, il faut d'abord résoudre un problème bien connu des studios d'Hollywood. Comment réussir à retranscrire l'univers merveilleux du livre sur grand écran? Pour la phase de développement, on avait besoin d'un auteur. Non, pas ce genre d'auteur. Pour faire un film, il faut un scénariste. Et c'est là que Steve Kloves entre en jeu. Il fallait collaborer avec J.K. Rowling pour qu'il soit le plus fidèle possible au texte original. Et lui, il avait un gros avantage parce qu'il comprenait les personnages. À présent, détenteur des droits d'adaptation au cinéma d'un véritable phénomène, les studios sont attendus au tournant, et pas par n'importe qui. C'est ma fille qui m'a fait découvrir Harry Potter. Le producteur Michael Barnatan et son collaborateur de longue date, le réalisateur Chris Columbus, entendent parler du sorcier à lunettes. Au même moment, la fille de Chris était elle aussi en train de lire le livre, et elle lui a dit qu'il fallait absolument qu'on en fasse un film. Même dans les plus hautes sphères de Hollywood, Harry Potter est un phénomène porté par des enfants. Sa fille n'en démordait pas, elle insistait. Alors il a lu le livre, quand il a eu fini, il m'a dit qu'il fallait absolument qu'on soit mis sur le projet. Mais malheureusement, à la Warner Bros, ce n'est pas la fille de Chris Columbus qui décide. On avait proposé à tous les grands réalisateurs. Et évidemment, il y a un nom qui arrive en tête de toutes les listes. Steven Spielberg était intéressé, donc on était plutôt contents. C'était la personne idéale pour réaliser ce film. Peut-être, mais encore faudrait-il qu'il ait envie de le faire. Spielberg a dit qu'il n'avait pas envie de réaliser le film, parce que ce serait trop facile. Estimant que ce n'est pas un défi à sa hauteur, Spielberg décline le projet. Chris s'est dit « Waouh, ça change tout !» Son agent a réussi à lui obtenir un rendez-vous avec la Warner Bros. Mais il lui a expliqué qu'il y avait une dizaine de réalisateurs en lice, que des cadors. Chris Columbus passe à l'action. Il a commencé à étudier le script de Steve Kloves, à prendre des notes et à réfléchir à comment il s'y prendrait. Et il a également un plan pour sa présentation. Il a demandé à passer en dernier après tous les autres réalisateurs. Un bon timing, c'est bien, mais venir avec un script à noter, c'est encore mieux. Il m'a demandé s'il fallait qu'il leur montre le script. Je lui ai dit « Non, garde le script. Explique-leur tout ce que tu as imaginé, mais ne leur donne rien. » Donc il a fait son pitch pendant 1h30, et à la fin, il a sorti le script de sa mallette et il a dit « Au fait, tout ce dont je vous ai parlé est là-dedans. » Puis il a remis le document dans sa mallette, il s'est levé et il est parti. Et David Heyman nous a raconté plus tard qu'après ça, ils étaient comme des fous. « Il nous faut ce script, comment faire pour l'avoir ?» La solution est pourtant simple. Offrez-lui le projet et le script sera à vous. Le plan a fonctionné. Il faut dire qu'en plus de ça, Chris Columbus a l'habitude de travailler avec des enfants. Et il est donc engagé pour réaliser le premier Harry Potter. Pour commencer. La Warner voulait produire les 7 volets à condition qu'ils soient écrits dans des délais raisonnables. Chris ne s'attaque pas uniquement à une énorme production, mais à une armée d'adolescents totalement obsédés par le roman. Les fans de ce genre de livres sont de véritables passionnés. Même si ce ne sont que des enfants, ils n'en sont pas moins terrifiants aux yeux des adultes. Si on se plante, on sait que les fans vont nous descendre en flammes. Chris pensait toujours aux enfants qui vouaient un culte au livre. La dernière chose qu'il voulait, c'était qu'ils soient déçus en voyant le film. Sans compter que plus le temps passe, plus le nombre de fans augmente. Entre le moment où on a décidé de faire le film et la phase préparatoire, le livre a gagné en popularité. D'ailleurs, lorsque Chris commence le tournage, 3 livres sont déjà parus et la Warner a du mal à suivre. On ne pouvait pas intégrer tout ce que contenait le livre dans le film. Si tout ne pourra pas être conservé, il y a un élément qui doit absolument rester fidèle à l'œuvre de J.K. Rowling. Chris voulait vraiment que ce soit magique. Il voulait que les gens croient en la magie. Vous êtes vachement doué. Oh, merci. Le chef décorateur Stuart Craig sait que s'il veut rendre cet univers crédible, il doit d'abord commencer par y croire lui-même. Stuart Craig, le chef décorateur, s'est plongé dans les romans et s'est mis à étudier l'histoire de la magie dans les îles britanniques et dans le monde en général. Il monte une équipe de choc qui va tout créer de A à Z, depuis les guichetiers de banque aux oreilles pointues, au chapeau parlant, très difficile, qui compose l'univers de Harry Potter. Bienvenue à Poudlard. Tout le monde est emballé par le projet. J'ai refusé Harry Potter 3 fois.
J'acceptais de travailler sur ce projet uniquement si je pouvais y apporter ma patte. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Nick a peur d'être obligé de travailler avec une bande de pantins. Et en un sens, il n'a pas totalement tort. Ils avaient également contacté l'atelier Henson. Comme Jim Henson, le créateur du Muppet Show. Henson voulait créer plusieurs personnages, dont la licorne apparemment. Mais moi aussi, je voulais faire la licorne. Ils m'ont dit que je pouvais faire le serpent, mais je m'en fichais du serpent. Moi, je voulais faire la licorne. Bref, on ne s'en sortait pas. On a quand même fini par trouver un terrain d'entente, et c'est moi qui ai obtenu la licorne. Certes, fabriquer une licorne n'est pas facile, mais c'est peu de choses comparé à la décision la plus importante de l'histoire de la franchise, le choix des acteurs. Choisir les personnages du livre qu'on allait garder a été un vrai casse-tête. Et comme si ça n'était pas assez compliqué comme ça... Elle voulait garder le contrôle de ses personnages. C'est J.K. Rowling qui aura le dernier mot. Joanne exigeait un casting à majorité britannique. Elle tenait à ce que le film ait des racines britanniques. Et la question qui est sur toutes les lèvres, c'est... Qui incarnera Harry Potter? Il fallait quelqu'un qui soit à la hauteur du héros du livre. Il va devenir célèbre. C'était une sacrée décision à prendre. Le casting de Harry Potter est absolument sans précédent dans l'histoire du cinéma. L'équipe savait ce que le public attendait de ce film. Ils voulaient que Harry, Hermione et Ron aient une relation qui leur parle à tous. C'était ça le plus important, surtout pour Harry. Le choix du casting est d'autant plus lourd de conséquences que les acteurs devront être capables d'enchaîner potentiellement 7 films. Chris Columbus savait qu'il lui fallait des acteurs capables de tenir la distance pendant les 7 films. Caster des enfants, c'est ce qu'il y a de plus dur. Les producteurs décident de s'en remettre aux fans. Ils sont allés dans presque toutes les écoles du Royaume-Uni. Peinant à trouver l'acteur qui incarnera Harry Potter, Chris Columbus décide de ratisser plus large, allant même jusqu'à ouvrir les auditions aux écoliers britanniques. Si tu es fan d'Harry Potter et que tu sais jouer la comédie, envoie-nous un courrier accompagné d'une photo de toi. Premier bon point pour Chris Rankin, il a la bonne coupe de cheveux. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Il n'y avait qu'un seul rôle qu'un rouquin de 16 ans pouvait jouer. Allez, Percy. Percy. Percy, c'est Percy Weasley, le frère aîné de Ron. Je me suis dit pourquoi pas. Suivez-moi, les Gryffondors. Chris est loin d'être le seul roux à se présenter au casting, mais il va taper dans l'œil du réalisateur, et pas uniquement grâce à ses cheveux. On a joué la scène où Percy guide les premières années vers la salle commune. Le mot de passe. Caput Draconis. Chris Columbus me donnait la réplique avec une voix à la Madame Doubtfire. Il me demandait mot de passe, moi Caput Draconis, et il disait c'est ça. Et au bout de la 3e fois, le mot de passe. Je dis Caput Draconis et il me répond non, le mot de passe a changé. Je suis devenu blanc comme un linge et soudain j'ai eu un éclair de génie. J'ai dit je pense que Dumbledore m'en aurait informé si le mot de passe avait changé. Les gens se sont mis à rire derrière la caméra et 2 jours plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'avais le rôle. Quant au jeune acteur qui incarne notre Weasley préféré, Ron... Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Il est choisi grâce à son jeu, aussi naturel que sa couleur de cheveux. Rupert était un comédien né. Dès qu'il est arrivé, c'est comme s'il était devenu Ron. Vous voulez quelque chose, les enfants? Non, merci. J'ai ce qu'il faut. C'était lui qui était le plus à l'aise. C'était vraiment un gamin rigolo. Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez. Tu le savais? Juste là. Emma Watson, 10 ans, Je suis Hermione Granger. est choisie pour interpréter Hermione. C'est la plus jeune des 3. C'était la plus sérieuse de la bande. Et le rôle semble taillé sur mesure pour elle. Tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. C'était une très bonne élève, très studieuse. Les enfants ne se contentent pas de participer aux auditions, ils organisent. L'un de mes enfants m'a appris qu'on était en train d'adapter le livre au cinéma et qu'il fallait absolument que mon agent essaie de me mettre sur le projet. Je leur ai dit, d'accord, pour quel rôle? En espérant qu'ils répondent Rogue. C'était un personnage génial, à la fois sinistre et mystérieux. C'était tout moi. À l'évidence. Mais ils ont répondu d'une seule voix, non papa, toi tu es Rusard. Montrez-vous! Il passe alors l'audition. Laissez-moi passer, poussez-vous! Et grâce au conseil avisé de sa fille, il décroche le rôle de Rusard. Ma fille m'a expliqué comment je devais le jouer. J'ai passé l'audition pour Chris Columbus et c'était la scène où Rusard escorte les enfants vers la forêt interdite. Il va falloir être sur vos gardes. L'un des enfants demande s'il y a des loups-garous. Il y a plus que des loups-garous, mon garçon. Je peux te l'assurer. Et ma fille m'a conseillé de surarticuler le dernier mot de ma réplique.
peux te l'assurer. Chris Columbus s'est mis à rire, et les autres aussi. Tout ça grâce à ce tout petit mot. Je suis sûr que c'est ça qui m'a permis d'avoir le rôle. Notre concierge, Monsieur Rusard. Mais la Warner n'a toujours pas trouvé son Harry. Chris a dit au studio qu'il ne commencerait pas s'il n'a pas trouvé l'enfant idéal. Si Chris Columbus a du mal à trouver son Harry, il n'a aucun problème à attribuer les autres rôles. Il s'entoure de la crème des acteurs britanniques, Dame Maggie Smith, Le professeur Dumbledore souhaiterait vous dire quelques mots. Richard Harris, Alan Rickman, Oh, c'est le professeur Rogue. ou encore Robbie Coltrane, dans le rôle de Hagrid le géant. Gardien des clés et des lieux à Poudlard. Mais en découvrant que Robbie Coltrane a été choisi pour incarner Hagrid, l'équipe de décoration a un problème de taille. Comment faire croire qu'il mesure 2,59 m? Eh ben comme ça. Et si on prenait un type absolument colossal et qu'on le mettait sur des échasses pour qu'il serve de doublure à Robbie Coltrane? La moitié du casting fait moins de 1,20 m. Donc en cadrant la partie inférieure de son corps dans la moitié des plans, pas besoin d'effets visuels. Très ingénieux. Allons-y. Mais s'il y a bien une chose dont le film ne saurait se passer, c'est d'effets visuels. On aurait bien aimé tout faire au Royaume-Uni. Mais à l'époque, l'industrie des effets visuels n'était pas encore assez développée. L'homme de la situation est un Américain. Ils sont venus me trouver et m'ont demandé si j'étais intéressé. Robert est un habitué des projets titanesques. J'avais travaillé sur Apollo 13, Titanic. Comparé à Titanic, le nombre d'effets visuels nécessaires à la réalisation d'Harry Potter est absolument colossal. Harry Potter comporte près de 1500 effets visuels. Tellement qu'il est facile de perdre le compte. Dans mes souvenirs, il y en avait 1600 ou 1700, ce qui était énorme. En comparaison, dans Jurassic Park, il n'y en avait que 60. Dans Apollo 13, je crois qu'il y en avait 150, et dans Titanic, 500. Harry Potter va éclipser tous les films d'aventure ayant jamais existé. On avait des délais extrêmement courts. Tout en haut de la liste de Robert figure une scène très attendue des fans. C'est un jeu dur, le Quidditch. Et qui va devoir être à la hauteur de ce que des millions d'enfants ont imaginé, le Quidditch. Le match de Quidditch s'est avéré être l'une des tâches les plus ardues. C'est un jeu génial, le plus beau du monde. Le sport favori des élèves de Poudlard est une sorte de polo sur balai volant. Et la grande question c'est... Comment réussir à rendre une scène de balai volant crédible? Car ce genre de scène a très mauvaise réputation. Tous les films de sorcières, les scènes de balai volant ne font pas vraiment réalistes. En effet. Debout. Comment rendre ça réaliste? Comment on allait tourner ça? Heureusement, l'équipe sait se montrer créative. Tout le monde proposait des idées différentes. Parfois même un peu trop. C'est alors que je me suis dit, pourquoi pas des parachutes? Pour moi, c'était irréalisable. Cette idée a été rejetée très vite. Personne ne sauterait d'un avion pour ce film. On travaillait avec des enfants, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il fallait que ce soit sans danger et à leur portée. Ramponnez-le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. On a dû totalement revoir notre approche des effets visuels. Si la question des effets visuels soulève de nombreuses interrogations, en attendant, la plus importante décision de toute l'histoire de la franchise n'a toujours pas été prise. Chris n'avait toujours pas trouvé son Harry. C'est alors qu'un jour... Il a vu David Copperfield. C'était le premier film dans lequel Daniel Radcliffe avait joué. L'innocence qu'il dégageait était ce qu'il recherchait. Il y a juste un léger problème. Ses parents travaillaient tous les deux dans l'industrie du cinéma. Sa mère était directrice de casting et son père était agent. Ils ne tenaient pas à ce que leur fils rencontre Chris ou passe une audition. Je crois qu'ils avaient peur que ce soit trop pour lui et que ça lui prenne tout son temps. Mais Chris n'arrêtait pas de répéter « c'est lui que je veux ». On aurait dit un disque rayé. Et moi, je lui disais de se faire une raison, qu'on ne l'aurait jamais. C'est alors que David Heyman, l'homme qui avait présenté Harry Potter à la Warner, on achète les droits, va présenter Harry Potter à Chris Columbus. Un soir, au théâtre, David Heyman est tombé sur les parents de Daniel et il s'est mis à chanter les louanges de Chris. Heyman réussit à convaincre les Radcliffe de rencontrer le réalisateur. C'est une porte qui s'ouvre. Chris leur a dit qu'il avait l'habitude de travailler avec des enfants. Et leur a assuré qu'il ne pousserait jamais personne à faire quelque chose qui le mettrait mal à l'aise et qu'avec lui, les enfants étaient bien traités et qu'ils s'étaient toujours bien entendus avec eux. Et ils ont accepté. That's a dragon egg. What is it? That's what that is. What is that? Dragon egg. Un bout d'essai prouve que tout ce qui manque au garçon de 11 ans pour incarner Harry Potter à la perfection, ce sont des lunettes rondes. Chris Columbus tient enfin son casting. Ils ont trouvé des enfants qui ressemblaient déjà beaucoup aux personnages qu'ils devaient jouer. Et même si ces mini-acteurs travaillent à présent pour la Warner...
Par moment, il allait y avoir entre une trentaine et une centaine d'enfants sur le plateau. En réalité, c'est plutôt la production qui va travailler pour eux. Il allait falloir des écoles, des cantines, des endroits pour se reposer. Pour la Warner, une si grosse production pour de si petites personnes, c'est du jamais vu. Il allait en falloir de l'espace. D'ailleurs, où vont-ils tourner les films? Il y a tellement de choses qui devaient être faites sur mesure pour les besoins de ce film que c'était plus logique d'essayer de les concevoir nous-mêmes. Voici les studios Leavesden, une ancienne usine qui va à présent servir de lieu de tournage à la nouvelle franchise. On a vu les studios, on s'est dit, c'est ici qu'on va devoir tout construire. C'était un taudis à l'époque. C'était un bâtiment désaffecté qui avait servi d'usine aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'arrivais pas à croire qu'on allait tourner dans ce trou à rats. C'était atroce. Ça tombait en ruine. Ces studios étaient horribles. Le vent s'engouffrait par les fenêtres. Il y avait des fuites, il n'y avait pas de chauffage. On était obligé de porter des doudounes sur le plateau. Le cauchemar commence lorsqu'on essaie de filmer le plus petit, mais le plus important château du Royaume-Uni. La maquette au 1/24e. C'est le début des ennuis. De temps en temps, la caméra se mettait à trembler et personne ne comprenait pourquoi. Au bout de quelques jours, on a compris que les studios de Leavesden étaient construits au-dessus de la ligne principale de London Euston. Si les studios de Leavesden ressemblent à la gare Victoria, c'était un enfer. Ça n'en reste pas moins le lieu de travail de centaines d'enfants. On s'interrogeait énormément sur la façon dont on allait tourner ce film, à cause des enfants. Et la Warner fait tout pour éviter que le tournage se transforme en drame de Dickens. Légalement, on ne pouvait pas faire travailler les enfants plus de quelques heures par jour. Mais le temps, c'est de l'argent, et la Warner tient à ce que le tournage avance le plus vite possible. Pour ce faire, ils font appel entre autres à elle. Je m'appelle Flick Miles et j'ai servi de doublure à Emma Watson dans les 3 premiers volets de la saga Harry Potter. Et aussi à lui. Je m'appelle David Holmes et j'étais la première doublure cascade. J'ai servi de doublure à peu près tous les enfants du film. De cette façon, la production peut organiser des roulements, ce qui permet au tournage de continuer à avancer. Dans une journée de 8 heures, il nous faisait travailler chacune 4 heures, Emma et moi. Pendant que sa doublure se prépare, Emma Watson rencontre les adultes pour la toute première fois, ainsi que ses nouveaux camarades de classe. Le premier jour, Emma Watson avait l'air terrifiée. Et je me souviens qu'on s'est tous les deux figés au milieu de la pièce et qu'on s'est mis à regarder tout autour de nous, en se demandant ce qu'on faisait là. Dame Maggie Smith, Alan Rickman, Richard Harris, Robbie Coltrane, et la liste est encore longue. Et ce, alors que personne n'a encore ouvert la bouche. Quand Alan Rickman a pris la parole pour la première fois en tant que Rogue, je veux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Le simple son de sa voix a suffi à me clouer sur place. La célébrité ne fait pas tout. La petite Emma s'est exclamée « La vache, c'était trop bien !» C'était trop. Ça l'a complètement décontenancé. Je pense qu'aucun acteur ne lui avait jamais dit ça. Alan Rickman et les jeunes acteurs... Ils débutaient tous dans le métier. Embarquent tous à bord du Poudlard Express en septembre 2000 pour le début du tournage. Et ils commencent par la toute dernière scène. On n'a pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard. Celle où ils prennent le train pour rentrer. L'alchimie est immédiate. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Chris est très satisfait du résultat. Les fêtes approchant, Je ne rentre pas on a chez l'impression d'assister à un miracle de Noël. moi. Pas vraiment. Pour Noël, on avait 2 semaines de pause. Mais au retour des vacances... Lorsque le tournage a repris, il était catastrophé. Il fallait tout reprendre à zéro avec les enfants. Ils avaient oublié tout ce qu'on leur avait appris. Avoue que ce n'est pas une réussite. C'était long. Si les enfants ont oublié leurs leçons, certains adultes, eux, ont oublié leurs bonnes manières. On n'était pas du tout d'accord. Robert Legato et moi avons eu un léger différend pour la scène où les élèves traversent le lac pour se rendre à Poudlard. Le directeur de la photographie, John Seal, est face à une nouvelle technologie. Il y avait un nouveau système qui venait de sortir et qui permettait d'incruster les images du fond bleu directement sur les moniteurs du réalisateur. Mais il fallait que tout soit éclairé d'une certaine manière, et ces lumières m'empêchaient d'éclairer la scène comme je le voulais. Mais Robert a besoin de ces lumières pour que ces images de synthèse fonctionnent. Parfois, on a une idée qui semble être la bonne, mais qui en réalité ne l'est pas. Et c'est ce que je leur ai expliqué. Chacun essaye de faire entendre raison à l'autre. Pour moi, il fallait retirer ces lumières du plafond. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai été obligé de jouer du galon. Ils ont donc opté pour leur idée à eux. Et finalement, j'ai pu avoir l'éclairage que je voulais. Sauf que ça ne m'allait pas.
Mais Robert et John ne sont pas les seuls à avoir des problèmes sur le plateau. La licorne que Nick tient absolument à fabriquer lui donne du fil à retordre. C'est une licorne morte. Mais c'est nous qui l'avons faite. Nick s'est battu avec l'atelier de Jim Henson pour que la confection de la licorne lui revienne. Mais il aurait peut-être dû y réfléchir à deux fois. Elle était tellement lourde qu'on devait la suspendre par des câbles à une immense structure en acier montée sur roue. Et on s'est rendu compte que cette structure métallique faisait 10 cm de plus que la seule et unique porte de la pièce. L'un de mes gars est allé chercher une masse pour démolir le haut de la porte. Il y avait des briques partout. Mais c'était le seul moyen de faire sortir la licorne. Dans un autre coin du studio, l'équipe fait face à un autre casse-tête. Les bougies de la grande salle étaient toutes de vraies bougies. Les bougies volantes étaient toutes de vraies chandelles allumées, suspendues par des fils de pêche. C'était magnifique. Les allumées étaient un vrai cauchemar logistique. Je crois qu'il y avait dans les 1600 bougies. 450. Autant pour moi. On a commencé à filmer, sauf qu'on avait oublié qu'il y avait des trous dans le bâtiment. Le vent s'engouffrait et poussait les flammes des chandelles vers les fils qui les tenaient. Au bout de 10 minutes, une première bougie est tombée sur la table. Ça ne présageait rien de bon. Et quelques minutes plus tard, une deuxième, puis une autre. On avait très peur que quelqu'un s'en prenne une. Les bougies de la grande salle. Quelle mauvaise idée. La solution est simple, comme souffler sur une bougie. Elles n'ont pas fait long feu. Je me souviens que d'un coup, elles se sont toutes éteintes. Les gars des effets visuels ont dit qu'ils s'en occuperaient. Que ce n'était pas grand-chose. Ils les ont remplacées par des images de synthèse, ce que j'ai toujours trouvé un peu dommage. Lorsqu'il est question de sécurité sur le plateau, ce sont les adultes qui gèrent. Lorsqu'il est question de respect de l'œuvre originale, ce sont les enfants qui commandent. Lorsque je rencontrais des enfants, ils me demandaient tous « Est-ce que cette scène sera dans le film ? Et celle-là ?» Et j'ai compris ce qu'ils voulaient. C'était voir le livre sur grand écran. Et les enfants sont bien décidés à faire entendre leur voix. En plus de s'être vendu à plus d'exemplaires que la Bible, pour les enfants, Harry Potter est une véritable religion. Et pour ses fervents disciples, pas question de prendre des libertés avec ce texte sacré. Chris adorait recevoir des enfants sur le plateau. Susan Bones. Sa fille, Eleanor, allait à l'école à Londres. Et l'établissement organisait souvent des sorties scolaires dans les studios. Un jour, ils sont arrivés sur le plateau et en voyant un des décors, ils ont demandé « C'est quoi ça ?» Et Chris leur a répondu « C'est la maison des Potter. » « La maison des Potter ? Mais il n'y a pas ça dans le livre. » Chris a eu beau leur expliquer que J.K. Rowling avait écrit une scène qui se passait dans la maison des Potter, mais qu'elle avait fini par la retirer du livre, ils ont tous trouvé que c'était une très mauvaise idée de mettre ça dans le film. Les enfants ont parlé. Pour eux, ça n'avait rien à faire là. Ça a beaucoup travaillé, Chris. Il y a pensé toute la nuit. Et le lendemain matin, il a annoncé qu'on laissait tomber ce décor. Sur le plateau, les enfants passent au crible le moindre petit détail jusqu'au maquillage des acteurs. J'étais au studio avec mon fils. On tournait la scène où on voit la cicatrice pour la première fois. Joe, mon fils, commence à me tirer par le bras. Je lui dis « Chut, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me répond que la cicatrice est mal faite. Je dis « Ok Joe, si tu veux. » Mais Chris a vu qu'on discutait et il est venu nous demander ce qu'il y avait. Je lui ai dit que Joe trouvait la cicatrice mal faite. Alors Chris est allé l'examiner de plus près et il a dit « Joe a raison. » On a interrompu le tournage pendant une demi-heure, on a appelé le maquillage et on leur a demandé de refaire la cicatrice. Chris savait que les mieux placés pour dire ce qui était bien ou pas, c'étaient les enfants qui connaissaient le livre par cœur. Ce sont eux les meilleurs critiques. Ils savent ce en quoi ils croient et ce en quoi ils ne croient pas. Si les enfants semblent parler d'une seule voix, les adultes, eux, ont du mal à se mettre d'accord. Un vent de soupçons planait. Tout le monde était un peu nerveux et cherchait à défendre son beefsteak. Et l'homme chargé d'assembler les différentes parties du film va l'apprendre à ses dépens. Je m'appelle Richard Francis Bruce et je suis le monteur du premier Harry Potter. Richard monte le film dans les studios de Leavesden pendant que le tournage a lieu juste en dessous. Ce qui arrange bien Robert, qui a sa propre idée de comment monter le film. Idée qui a déjà fonctionné avec d'autres réalisateurs. En travaillant avec James Cameron et Ron Howard, j'ai découvert un petit tour de passe-passe au niveau du montage qui permet de donner plus d'impact. Tout le monde avait adoré, c'était un peu devenu ma signature. Donc pour moi, il n'y avait aucun problème à ce que je donne mon avis sur la façon dont le film devait être monté. Un jour, on est revenu du déjeuner et un de ces gars était dans notre salle de montage à faire je ne sais quelle modification. Mon assistant n'en revenait pas. Il avait tout changé. Qu'est-ce qu'il fabriquait? D'habitude, je participe toujours
jours au montage. Malgré le désaccord entre ses deux collaborateurs, Chris Columbus garde le contrôle total de son plateau. La moindre réplique qu'on voit à l'écran, surtout dans le premier film, c'est à Chris qu'on la doit. On faisait énormément de prises. On passait parfois 2 semaines sur une scène de 2 pages. Les acteurs sont loin d'être des professionnels. C'était la première fois que je jouais dans un film. Je ne savais pas du tout comment ça se passait. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Mais le réalisateur leur apprend vite. Il a un don pour tirer des performances authentiques. On sait qu'il préfère les forces du mal. Sans même que les enfants se rendent compte qu'ils sont en train de jouer. Donc oui, on s'est beaucoup amusé. C'est un miracle qu'on ait réussi à terminer le film. Tellement on chahutait. Et comme chahuter est le seul moyen d'obtenir des résultats, les acteurs adultes se prêtent aussi au jeu. Percy et les premières années font la rencontre de Peeves. Et personne ne donne autant de sa personne que l'homme qui incarne Peeves, l'esprit frappeur. Rick Mayall, un acteur incroyable. Ma mère l'adorait, mais moi je n'avais aucune idée de qui c'était. Le monde entier avait pu le voir dans des films comme Drop Dead Fred, et il a passé 5 jours sur le tournage derrière la caméra. Il était délicieusement irrévérencieux. Je peux vous dire qu'avec lui, j'ai découvert plusieurs mots que je n'avais encore jamais entendus. Rick Mayall n'est pas le seul adulte à employer un langage fleuri lorsque l'équipe n'arrive pas à capturer les performances naturelles, mais tellement fugaces des enfants. Il fallait absolument couvrir les enfants sous tous les angles possibles. Il y avait des caméras partout. Parce qu'il n'était pas capable de sortir plus d'une ligne de dialogue. Le tournage est tellement long... On passait parfois 2 semaines sur une scène de 2 pages. ...que l'équipe voit littéralement les enfants grandir sous ses yeux. Daniel a commencé à muer parce qu'il grandissait. En post-prod, on a été obligé de modifier sa voix pour que ce soit la même tout le long du film. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et comme si ça ne suffisait pas, il a commencé à avoir de la moustache. Si bien qu'on a dû demander à ses parents l'autorisation de le raser. D'accord. À 11 ans, ça n'a pas été une mince affaire de maintenir cette cohérence. Mais c'est vers la toute fin du tournage que l'on va vraiment passer à un poil de la catastrophe. Avec ce fameux match de Quidditch, le superviseur des effets visuels, Rob Legato, commence à avoir encore plus le tournis qu'un garçon sur un balai volant. Je n'étais toujours pas complètement satisfait du résultat, parce que je n'avais aucun enfant avec lequel travailler devant le fond bleu. En tant que superviseur des effets visuels et réalisateur deuxième équipe, Robert Legato a beaucoup de responsabilités. C'était la scène du zoo avec le serpent qui parle. Est-ce que tu m'entends? Mais pour certains, Robert a peut-être trop de responsabilités. Dans une pièce bondée de gens et de producteurs, il a décidé de montrer une version de cette scène qui, selon lui, était meilleure. Je n'avais encore jamais parlé à un serpent. Il ne m'avait pas du tout consulté avant. Je n'étais pas du tout au courant. Il s'est vexé que je remonte la scène. On lui dit très fermement que non, la scène resterait telle qu'elle avait été pensée. Ils voulaient faire à leur manière, même si ça n'était pas forcément la meilleure solution. Son avenir au sein de l'équipe semble de plus en plus incertain. C'était dur, j'étais de plus en plus contrarié, et à mon avis, je ne devais pas être de très bonne compagnie. Tous les départements avaient des problèmes avec lui. Pour Robert, la situation est aussi déprimante que la météo anglaise. J'avais très envie de rentrer chez moi. J'avais le mal du pays. Ça faisait 8 mois que j'étais en Angleterre. Il faisait gris, on ne voyait jamais le soleil. Il a décidé de rentrer à Los Angeles. Ça a été un soulagement. Pour lui peut-être, mais la Warner, elle, se heurte à un nouveau problème qu'elle n'avait pas vu venir. Le match de Quidditch. Je n'étais pas là pour le filmer ou pour superviser le tournage, ce qui ne me facilitait vraiment pas la tâche. Tout ce que je pouvais faire, c'était prémonter la scène avant de la filmer, en programmant à l'avance le moindre mouvement. C'était une solution contraignante qui a été critiquée, mais c'était la seule que j'avais. Robert, de retour à Los Angeles, un nouveau réalisateur deuxième équipe s'apprête à chapeauter le match, mais il doit d'abord apprendre les règles du Quidditch, et vite. Ça a été l'une des scènes du film les plus difficiles à réaliser. Angoissé, Harry? Oui, un peu. Le système qu'on a créé pour faire voler les balais est un trésor d'innovation. C'était une sorte de taureau mécanique. On pouvait l'incliner dans tous les sens. Le match de Quidditch a été tourné en grande partie en motion control, avec des caméras qu'il fallait programmer à l'avance, ce qui laissait très peu de liberté. C'est un véritable défi pour un cadreur de réussir à capturer le mouvement sans risquer de voir les enfants tomber de leur balai. Tout devait être parfaitement chorégraphié. Ça n'a pas été simple par moments. La Warner n'était pas très convaincue, mais j'avais tout produit en amont pour qu'on soit prêt pour la sortie. Et si on voulait tenir les délais, c'était la seule et unique solution. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est?
Le tournage est presque terminé, mais la partie n'est pas encore tout à fait terminée. C'est un échiquier géant. C'était une scène tellement mythique du livre que nous tenions à la reproduire de façon fidèle. Faut jouer une partie pour passer de l'autre côté. Le décor était absolument incroyable. La plupart des choses qu'on voit à l'écran étaient vraiment là. Et toutes les pièces se déplaçaient. Nous avons dû construire des pièces d'échecs radiocommandées que l'on pouvait déplacer sur le plateau. Et elles explosaient pour de vrai. C'était vraiment lugubre. On aurait dit qu'on tournait une scène de guerre. J'ai utilisé de l'air à très très haute pression pour faire exploser les pièces. Mais la vraie bataille a lieu à Los Angeles, où Robert est sur le point d'entrer en guerre avec la Warner à cause du retard qu'il a pris avec ses effets visuels. Le Quidditch m'a vraiment donné du fil à retordre. En tout, j'avais 4 minutes de match. 4 minutes de Quidditch, c'est pas mal. Mais à quel prix? J'avais annoncé que ça coûterait dans les 9 millions et ils n'y ont alloué que 4. J'ai prévenu que ça ne suffirait pas, mais ils m'ont rétorqué que j'avais mal évalué le budget. On vous laisse faire le calcul. Je ne pouvais pas faire moins. Les choses coûtent ce qu'elles coûtent. Ou plutôt refaire le calcul. Surtout avec 1700 effets visuels. 10 multiplié par 1700? C'est mon avis. En tout cas, c'est beaucoup plus que ce que la Warner est prête à payer. Tout m'est retombé dessus. Et avec la date de sortie qui approche, du temps et de l'argent, on n'en a plus guère. Je voulais bien tout arrêter pour essayer de trouver une solution qui ne coûte que 4 millions de dollars. Mais dans ce cas, on n'aurait jamais été prêt pour la sortie. Des producteurs m'ont dit que j'étais malade, que je perdrais mon emploi si jamais le film n'était pas fini à temps. Je leur ai dit, je doute que ce soit ça qui vous inquiète le plus.